à quelque chose. Les autres, c'est juste des conventions. Mais bon, ça, la norme 9001, c'est la seule norme, hein. C'est l'une des rares normes où le numéro correspond à quelque chose. C'est depuis les années, c'est depuis fin années 80, hein. Donc, elle a été la plus répandue lors des années 90. C'est pour ça qu'elle s'appelle 9001. En fait, 9001 veut dire la première norme des années 90. Donc, 9001 signifie la première norme ISO des années 90. C'est pour ça que c'est 0190. Donc, c'est pour ça que vous voyez 9001. Mais en dehors de ça, les autres, bon, c'est juste des accords de numérotation. Mais la 9001 signifie quelque chose. C'était la première norme des années 90. Aujourd'hui, nous sommes à la version 2015. Donc, il y a eu plusieurs versions entre-temps. Le principe étant que tous les 5 ans, qu'on mette à jour la norme. Bon, mais je ne pense pas qu'une seule fois ça a été respecté, hein, parce qu'il y a eu les premières qui dataient des années 84, 85 ou 87, je ne me rappelle plus très bien. Après ça, il y a eu la version 80, je crois 92, 93, 94. Bon, ils n'ont jamais respecté les 5 ans. Après ça, il y a eu euh, la version 2000, 2000 d'abord. Après, il y a eu la version 2008. Après, nous sommes à la version 2015. Vous voyez que si on respectait les 5 ans, depuis la version 2020, il y aurait déjà une autre. Mais là, il n'y en a pas. Donc, ils ont dit qu'il y aura une autre version en 2025. Donc, ça fait 10 ans carrément, 2015-2025. Ça fait 10 ans. OK. Donc, à aucun moment, ils n'ont respecté eux-mêmes les 5 ans. Donc, c'est juste à titre indicatif que tous les 5 ans, il faut lancer la révision de la norme. Voilà. Par rapport donc à cette norme particulière, c'est la norme générique. On l'appelle la norme mère, la norme de base. Parce que elle est adaptée à toutes les entreprises, de toutes les tailles, de tous les secteurs, de toutes les zones géographiques du monde. Voilà. Donc, c'est une norme générique. On l'appelle la norme générique. Toutes les entreprises peuvent se certifier à la norme 9001. Toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur zone géographique. Voilà. Toutes les entreprises peuvent se certifier ISO 9001. Chaque version qui sortait apportait une particularité. Bon, sur Internet, vous allez trouver pour les anciennes versions, mais cette version 2015 est une version qui a vraiment été améliorée par rapport aux autres versions 2008-2000. Bon, 2000-2008, il n'y a pas eu de modification d'exigence, hein. Il n'y a rien eu de nouveau. C'est juste qu'ils ne voulaient pas traverser beaucoup d'années sans toucher. Mais ils n'ont rien fait. Il n'y a pas eu d'exigence supplémentaire. Tout était resté intact. Les principes de la qualité étaient intacts. Les exigences étaient intactes. Peut-être ils ont changé le vocabulaire. Pour dire le chat, ils ont dit que c'est un animal domestique qui a 4 pattes et qui miaule. C'est tout ce qu'ils ont dit. Mais rien de nouveau. Le chat est resté le chat. Mais la version 2015 a été améliorée. Et la version 2015, son surnom, c'est Passerelle vers l'excellence. Ce n'est pas pour rien que ça a ce surnom. En fait, c'est la norme qui faisait la transition entre les normes de conformité et l'excellence opérationnelle. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui management avancé de la qualité. Donc, considérez que la version 2015 de la norme ISO 9001 est la passerelle vers le management avancé de la qualité. Parce qu'on commence vraiment à parler processus. On a approfondi la notion de processus. Les versions d'avant parlaient processus, parlaient d'approche processus, mais en parlaient de façon générique. Ça ne donnait pas encore la profondeur même. Ça n'insistait pas encore sur les caractéristiques des processus. Dans cette norme-ci, l'approche processus est vraiment renforcée. Quand vous lisez les exigences, l'approche processus est renforcée. Ils ont également introduit une notion très importante,
la notion de risque. Aujourd'hui, les normes ISO sont orientées risque. En anglais, on parle de risk-based thinking, on parle de risk-based audit, on parle de risk-based management. Ça veut dire l'approche du management qui s'appuie sur les risques. Ça veut dire que aujourd'hui, pour rédiger une procédure, voilà, je vous rappelle même que cette version 2015 a retiré la notion de procédure obligatoire. Les notions d'avant, la notion de 94 avait ce qu'on appelait, bon, son surnom c'était la norme d'assurance qualité. Ça veut dire que beaucoup de paperasse, je crois qu'il y avait 22 procédures obligatoires, 22, je vous dis, 22 procédures obligatoires pour les normes des années 90, là, 22 procédures obligatoires. Les audits étaient tellement de formalisme que les gars avaient besoin des brouettes de documents pour démontrer qu'ils font la qualité. Après ça, il y a eu la version 2000 où on a réduit le nombre de procédures obligatoires. C'est passé à 6 procédures obligatoires. Donc, quand vous mettez en place la qualité, la démarche qualité, il y avait 6 procédures obligatoires que vous deviez rédiger. Ça fait que pour être certifié, on vous demandait les 6 procédures obligatoires. Vous trouviez donc des entreprises qui se lancent dans le formalisme procédurier, qui font venir des experts pour rédiger ces procédures-là avec les enregistrements associés et on obtient la certification. Mais on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises certifiées ISO 9001 dans les anciennes versions 2000 et 2008 arrivaient à avoir les mêmes difficultés que des entreprises qui n'étaient pas certifiées. On s'est posé la question, mais à quoi donc sert la certification ISO 9001? On s'est rendu compte que c'est une norme qui était utilisée différemment. La norme en question, version 2000 et 2008, ne faisait pas un lien direct entre la stratégie et les opérations. On a donc commencé à se rendre compte pendant longtemps que des entreprises certifiées ne faisaient pas la qualité. Et là où ils ont placé le lien avec le top management, c'était en introduction, dans le chapitre 0. C'est au chapitre 0 qu'on vous disait que il est raisonnable que, ou alors il est souhaitable que la démarche qualité relève d'une décision du top management. Bon, vous voyez bien que quand c'est caché en introduction et quand ce n'est pas une exigence, bon, beaucoup faisaient la qualité parce que le concurrent fait la qualité. Parce que s'il ne fait pas la qualité, le client ne va pas acheter. Donc, on faisait la qualité de façon subie et non de façon choisie. Et on avait toujours les mêmes difficultés. On se certifiait parce qu'on est conforme aussi aux procédures obligatoires, parce qu'on est conforme à certaines exigences, mais en fait, on ne s'était pas approprié la notion de qualité. Il y avait même une notion qu'on appelait le représentant de la direction. Ça veut dire que on demande au DG de déléguer les affaires de qualité à quelqu'un. C'est pour ça qu'on entendait beaucoup responsable qualité, chef service qualité, tout ça. La version 2015 a un peu changé ça. Il y a toujours les responsables qualité, mais aujourd'hui, au moins, ils sont un peu plus, comment je peux dire, ils ont un peu l'oreille du directeur général. Bon, et bien évidemment, quand la démarche est bien implémentée, hein. Sinon, on revient toujours dans le formalisme ISO. Mais quand la démarche est bien implémentée, le DG se rend compte que maintenant, il a beaucoup plus de responsabilités. Avec la version 2015, le responsable qualité, c'est le DG lui-même. C'est le DG. Aujourd'hui, le DG est le responsable qualité. Bon, c'est vrai, le DG a toujours été le responsable qualité, mais la version 2015, aujourd'hui, a enlevé la notion de représentant de la direction. Ça veut dire que les affaires de qualité doivent être prises en main par le DG. Maintenant, le DG est donc libre de répartir la fonction qualité entre ses différents collaborateurs. Donc, la notion de représentant de la direction, ça n'existe plus comme dans l'ancienne version. Voilà.
une façon de dire que aujourd'hui, le DG doit savoir pourquoi il implémente la démarche qualité. Et vous vous rendez compte que avec cette nouvelle version, on s'approfondit, on s'attarde beaucoup plus sur les processus, la notion de processus. Lorsqu'on parle de processus, on met à plat toutes les activités de l'entreprise. Ce n'est pas comme dans les anciennes versions où l'entreprise choisissait de ne pas mettre les activités de la finance et de la comptabilité dans le périmètre de la certification. Vous vous rendez compte? Toute une activité critique qui était autorisée à ne pas faire partie du périmètre de certification. Or, il y avait incohérence parce que dans les anciens principes de la qualité, il y avait le 8e principe qui parlait des relations bénéfiques avec les fournisseurs. Et vous voyez bien que l'activité qui paye les fournisseurs, c'est bien la finance et la comptabilité. Un principe parlait donc de prendre soin de gérer les relations avec les fournisseurs. Mais les entreprises étaient autorisées à ne pas mettre les activités de la finance, de la comptabilité sur le périmètre de certification. Ça, c'était vraiment, pour moi, c'était une aberration. Moi, je l'avais même déjà mentionné depuis les années 2000, quand je m'intéressais déjà à la démarche qualité. J'avais fait remarquer à certains experts pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises ne mettent pas les activités financières dans leur périmètre de certification, alors qu'un principe, le 8e, parle des relations bénéfiques avec les fournisseurs. Vous aviez donc constaté que des fournisseurs venaient réaliser des prestations, mais faisaient 1 an, 2 ans sans être payés. Pourtant, l'entreprise est certifiée. Tout simplement parce que quand l'auditeur venait, l'entreprise choisissait de ne pas mettre le périmètre, de ne pas mettre les activités, la finance, la comptabilité dans le périmètre de certification. Ça pénalisait vraiment l'entreprise. Vous voyez autant de sources de problèmes qui a poussé les experts à commencer à réfléchir sur les exigences de la nouvelle version. Et autre chose à noter, c'est que les principes qualité des anciennes versions avant la version 2015 se limitaient à quelques parties intéressées. L'autre jour, je vous citais les 8 parties intéressées. Le personnel, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, les concurrents, les communautés environnantes, les groupes sociaux et les institutions réglementaires. Ça veut dire que l'État, voilà les 8 groupes de parties intéressées. Mais l'ancienne version, dans ses principes, parlait de l'orientation client, parlait de l'implication du personnel et parlait des fournisseurs. Vous voyez bien que là-dedans, il y avait donc 5 parties intéressées qui pouvaient être laissées de côté. Pourtant, l'entreprise est dans un écosystème où les autres parties intéressées que la norme avait délaissées pouvaient impacter négativement l'activité de l'entreprise. Lors de la révision donc, de la version pour sortir la version 2015, on a pensé à tout ça. On a dit, maintenant que nous orientons la nouvelle version risque, c'est mieux plutôt d'anticiper les risques au lieu de les subir. Ça, c'est une notion très importante dans cette version. Ça veut dire que la version 2015 des normes ISO demande de partir des risques pour commencer à planifier les actions. C'est très important, cette notion. Partir des risques.
J'avais l'interaction de mon junior là. OK. Je parlais donc de la notion de risque. Je disais que les nouvelles versions, ou alors toutes les normes ISO promulguées après 2015 ont la même structure. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais je vous donne déjà pourquoi est-ce qu'on est arrivé à les mettre à jour. Ici, on parle de risque. Dans les versions avant 2015, on parlait d'actions préventives, on parlait d'actions correctives. Voilà. Ça faisait partie des procédures obligatoires de la norme. Donc, on demandait de rédiger une procédure pour qui prévient les non-conformités et qui anticipe sur leur résolution. Mais seulement, on ne faisait pas le lien entre les risques auxquels l'entreprise est exposée et cette procédure-là. Ça veut dire qu'on obligeait l'entreprise à rédiger une procédure dont elle ignore l'origine. Ça dérangeait beaucoup les entreprises. Hein? Quand moi, je menais des audits, je constatais que l'entreprise rédigeait juste les procédures pour être conforme, mais ne rédigeait pas les procédures pour résoudre certains problèmes ou alors pour anticiper certains problèmes. Bienvenue donc à la version 2015 de la norme ISO 9001 qui dit nous enlevons désormais les procédures obligatoires. Ça veut dire l'entreprise n'est plus obligée de rédiger des procédures. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup vont me dire, oui, mais elles vont donc fonctionner comment? Comment on peut faire ça sans procédure? Parce qu'on a tellement été habitué au formalisme qu'on pense qu'on ne peut pas vivre sans procédure. Mais la nouvelle version dit, l'entreprise n'est plus obligée de rédiger des procédures. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'aura pas de procédure. Parce qu'il y a une nouvelle notion qui est entrée, la notion de risque. Si nous considérons le risque comme la probabilité qu'il y ait un impact de survenance d'un impact négatif sur notre business, je pense que là, nous commençons à imaginer le pire pour notre business pour anticiper le meilleur. C'est ça la notion de risque. Ça veut dire que on envisage tout ce qui peut nous empêcher de réussir pour planifier le meilleur. Vous voyez donc que la notion de management a changé de paradigme. Nous ne rédigeons plus des procédures parce que la norme veut, mais nous nous assurons que nous avons identifié tout ce qui peut impacter négativement notre business. À ce moment, donc, nous prenons des mesures pour que soit ça n'arrive pas, soit ce soit maîtrisé lorsque ça arrive. Donc, voilà donc la notion de risque. Ça veut donc dire que lorsque vous rédigez une procédure, désormais, l'auditeur doit comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cette procédure. Voilà aujourd'hui la notion de risk-based audit. Ça veut dire que l'audit basé sur les risques. Aujourd'hui, l'audit est basé sur les risques. Voilà. Donc, autant de changements qui ont été induits par la nouvelle version de la norme ISO 9001. Donc, vous constaterez donc que toutes les normes ISO promulguées après 2015 ont la même structure et sont basées sur les risques. Parlant donc de la même structure, on parle donc de la structure de haut niveau. C'est ça que les Anglais appellent HLS. La structure HLS, ça veut dire High Level Structure.
Ça veut dire la structure de haut niveau. Ça veut dire que désormais, toutes les normes ISO auront la même structure. Même structure signifie le même nombre de chapitres et les mêmes titres de chapitres. Vous voyez jusqu'à quel niveau est-ce que ils ont harmonisé. Et pourquoi cette harmonisation de la structure? Parce qu'avant, il fallait être expert pour pouvoir intégrer un système de management qui a plusieurs normes. Vous vous rappelez la notion de système de management intégré, SMI, comme beaucoup parlent souvent. Notre système est intégré. Système intégré veut dire que le système de management devait être conforme à plusieurs normes différentes. Ça veut dire qu'on pouvait prendre ISO 9001 pour les clients, on pouvait prendre ISO 14001 pour la communauté environnante, on pouvait prendre OSAS. Avant, ça s'appelait OSAS. Ce que vous appelez aujourd'hui ISO 45001 s'appelait avant OSAS 18007. C'est comme ça qu'on appelait ça, parce que c'était une norme privée. La santé et la sécurité n'étaient pas encore dans le périmètre de ISO, donc ils utilisaient des normes privées. Il y a la norme de l'OIT qu'on appelle ILO, hein? SH, ILO OH, OHS, parce que c'était santé et sécurité au travail. Voilà. Donc, il y a les normes qui concernaient la santé et la sécurité au travail étaient privées. Bon, la norme la plus utilisée à ce moment-là, c'était la norme OSAS. Mais il y avait également la norme de l'OIT, qu'on appelle la norme ILO, OH. Voilà. C'est à partir de 2018 qu'on a fini par tomber d'accord sur une norme ISO sur la santé et la sécurité. C'est pour ça que vous entendez parler de la norme ISO 45001 qui date de 2018. Voilà. Donc, avant, la norme ISO 9001 avait 8 chapitres. La norme ISO 14001 avait, je crois, 6 chapitres. OSAS avait 6 chapitres. Vous voyez donc que pour intégrer le système, il fallait ce qu'on appelait un tableau de correspondance. Donc, à la fin des manuels qualité ou des manuels de management, il y avait un tableau qu'on appelait tableau de correspondance. C'est un tableau où vous deviez faire la correspondance dans votre système entre les normes 9001, 14001 et OSAS 18001. 18001. Dans la série 18001 qui allait jusqu'à 18007. Dans la série 18001, c'était la norme OSAS. Il fallait faire une correspondance. Il fallait dire, mon chapitre-ci, ça correspond à l'exigence telle de ISO 9001, ça correspond à l'exigence telle de ISO 14001 et ça correspond à l'exigence telle de OSAS 18001. Donc voilà comment il fallait faire ce tableau à la fin. Il fallait être expert pour ça. Autant de mots de tête, hein, que les entreprises connaissaient à cause de ces normes ISO-là. Et au final, vous vous rendez donc compte que le responsable qualité, qui était en même temps aussi après responsable qualité environnement, après responsable qualité sécurité environnement, voilà. Autant de noms qu'on donnait. Souvent même, vous voyez une entreprise qui a 3 responsables en matière de QHSE. Un pour la qualité, un pour l'environnement et l'autre pour la santé et sécurité. C'était lourd, vraiment, c'était lourd. C'était lourd. On vous faisait passer 3 audits. Ça s'appelait les audits conjoints au lieu des audits combinés. Ça veut dire que pour vous certifier, on vous envoyait 3 auditeurs pour le même système. Hein. Un auditeur qui vous pose des questions sur ISO 9001, un auditeur qui vous pose des questions sur ISO 14001, un troisième auditeur qui vous pose des questions sur OSAS 18001. Vraiment. Vous-même, vous voyez que ce n'était pas facile. Et en passant, il y a eu pire avant. Hein. La 9001 que vous voyez aujourd'hui, là, c'était 3 normes avant. Hein.
il y avait 9001, il y avait 9002, il y avait 9003. C'était vraiment compliqué. Il fallait même déjà savoir mon entreprise, dans mon secteur d'activité, qu'est-ce qu'on prend? 9001, qu'est-ce qu'on prend? 9002, qu'est-ce qu'on prend? 9003. Autant de complications. On vous dit donc que non. 9001, c'est pour ceux qui conçoivent, qui développent et qui lancent les produits. 9002, c'était pour seulement ceux qui développent et qui vendent. 9003, c'est seulement ceux qui achètent et qui revendent, dont les buy and sell. Vous voyez que même là-bas, il fallait être expert pour savoir c'est quoi donc la conception et le développement. Parce que si vous le loupez, on vous colle des non-conformités. Il y avait donc des entreprises qui sont autorisées à exclure la conception et le développement de leur périmètre de certification. Il y en a d'autres qui ne pouvaient pas les exclure. Vous voyez que c'était très complexe, vraiment. On a fini par harmoniser 9001, 9002 et 9003 en une seule norme qu'on appelle 9001. Voilà. Mais désormais, il y a une seule norme et on permettait encore à quelqu'un